Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Il était l'un des plus hauts dirigeants d'Al-Shabaab. Le groupe terroriste somalien Abdoulaye Nadir a été tué lors d'une opération de l'armée somalienne et ses alliés, notamment américains. Le partenariat commercial entre le Sénégal et le Maroc. Les deux États souhaitent accentuer leurs échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Au sommaire également, l'inauguration à Montpellier en France de la Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité, qui a pour mission de soutenir les projets liés au développement du continent. Awa Sagna, la présidente de la Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité, sera avec nous dans ce journal. Mouzi Kainerugaba est remplacé par un autre militaire à la tête de l'armée ougandaise. Une décision du ministère de la Défense qui intervient au lendemain d'une nouvelle sortie controversée sur les réseaux sociaux dans laquelle le fils du chef de l'État, Yoweri Museveni, habitué des coups d'éclat, commentait l'actualité kenyane. Dans son écrit, il a estimé notamment que le président sortant Uhuru Kenyatta aurait dû aller à l'encontre de la Constitution en briguant un troisième mandat. Mouzi Kainerugaba, 48 ans, était le numéro 3 de l'armée ougandaise depuis 2021 au poste de commandant de l'armée de terre. Il est remplacé sur décision du président de la République par le général Mwanga Kayanja. L'un des cofondateurs du groupe terroriste Al-Shabaab a été tué, c'est ce qu'a annoncé ce lundi le gouvernement somalien. Il s'agit d'Abdoulaye Nadir, l'un des plus hauts dirigeants du mouvement terroriste somalien. Sa mort est survenue le 1er octobre lors d'une frappe aérienne menée par l'armée régulière et ses alliés dans le sud du pays. C'est un sujet de la rédaction. Le gouvernement somalien affirme avoir tué Abdoulaye Nadir, l'un des cofondateurs du groupe terroriste Al-Shabaab. C'était lors d'une opération militaire conjointe qui aurait eu lieu samedi dernier dans le village de Haramka dans la région du Moyen-Jouba. La mort de ce cadre du mouvement serait survenue lors d'une frappe aérienne. Ce leader était le prédicateur en chef du groupe et un des membres les plus notoires du groupe Shebab. Son élimination est comme une épine retirée de la Somalie en tant que nation. La frappe aérienne ayant permis de neutraliser Abdoulaye Nadir a été lancée quelques semaines après que le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud a réaffirmé son engagement à mener, dit-il, une guerre totale contre le terrorisme. Nous sommes maintenant convaincus qu'avec un soutien accru du public, notre gouvernement éliminera le terrorisme de la Somalie. Abdoulaye Nadir, dont la tête était mise à prix pour 3 millions de dollars par les États-Unis, était considéré comme celui qui devait prochainement prendre la direction d'Al-Shabaab, groupe qui, dans son combat, souhaite toujours renverser le gouvernement central de Mogadiscio. Le Mozambique et la Tanzanie signent des accords de défense et de sécurité visant à lutter contre le terrorisme et la criminalité le long de leurs frontières communes. Les accords concernent notamment le partage de renseignements afin de mieux coordonner les actions visant à faire face à l'insurrection terroriste qui a éclaté il y a près de 5 ans dans le nord du Mozambique, près de la frontière tanzanienne, et qui a causé des milliers de morts et entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes. Nathalie Mauve. Le renforcement de la lutte contre le terrorisme au centre de la consolidation de la coopération bilatérale entre le Mozambique et la Tanzanie. Les deux pays ont conclu un accord portant sur la création d'une unité de police contre le phénomène terroriste dans la région de Cabo Delgado au nord du Mozambique. La convention signée le 29 septembre 2022 porte également sur le partage d'informations et sur le contrôle des migrations à la frontière entre les États voisins. Les instruments que nous avons signés fournissent le cadre juridique pour la mise en œuvre des actions prévues dans le but ultime de renforcer la lutte contre le terrorisme dans certains districts de la province de Cabo Delgado et de renforcer la sécurité des frontières entre le Mozambique et la Tanzanie. Les individus aux agendas obscurs qui sont hostiles à la croissance du Mozambique et de la Tanzanie ne peuvent pas continuer de profiter de la courtoisie, de l'hospitalité et de la cordialité de nos peuples pour s'établir sur nos territoires et mener des actions subversives.
Le Mozambique et la Tanzanie sont liés par des accords bilatéraux de lutte contre le terrorisme depuis 2021. Cependant, les deux pays ont reconnu un manque de mise en œuvre de ces instruments qui portent sur l'opérationnalisation d'un poste frontière à guichet unique et l'accord sur l'extradition des personnes condamnées. Les gouvernements mozambicains et tanzaniens ont le ferme engagement d'implémenter l'ensemble des accords de défense et de sécurité qui les lient. Si vous faites un retour dans l'histoire commune de ces deux pays, vous constaterez l'implication de la Tanzanie dans la stabilisation du Mozambique depuis l'époque de la lutte pour l'indépendance jusqu'à nos jours. Notre histoire n'est pas seulement géopolitique. Nous avons énormément de liens qui unissent les peuples du sud de la Tanzanie à ceux du nord du Mozambique. 756 km de frontières terrestres séparent le Mozambique de la Tanzanie. L'insurrection terroriste en cours depuis 2017 dans la région de Cabo Delgado au Mozambique fragilise les échanges entre les deux pays. La valeur annuelle des flux commerciaux entre la Tanzanie et le Mozambique est passée d'une moyenne de 22,84 millions de dollars en 2022 à 19,82 millions de dollars en 2021. Où en est la zone de libre-échange continentale près de 2 ans après son lancement opérationnel? Alors, les enjeux de cette ZLECAf demeurent toujours au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à impulser le commerce intra-africain. Le marché vise à rassembler plus d'1 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant plus de 3 000 milliards de dollars. Le Sénégal et le Maroc, vous allez le voir, figurent parmi les pays qui tentent de se positionner afin de pouvoir pleinement tirer profit de la suppression des droits de douane. Philomène Tine. En 2019, avant la crise sanitaire liée au Covid-19, le Sénégal était le 22e marché d'exportation du Maroc et son 83e marché d'importation. À cette période, les exportations marocaines vers le Sénégal s'estimaient à 220,4 millions de dollars. À en croire les autorités sénégalaises, l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait booster le partenariat économique avec le Maroc. La mise en vigueur de la ZLECAf est une opportunité pour tous ces pays-là, dont le Sénégal et le Maroc. Par conséquent, l'intérêt principal est de pouvoir quand même booster son économie par rapport aux demandes extérieures, mais il faudrait quand même avoir des potentialités pour bénéficier de cette aubaine. En dépit de la volonté de coopération qui anime le Sénégal et le Maroc, les échanges commerciaux entre les deux pays, bien qu'en progression, sont encore relativement faibles et largement en deçà de leur potentialité. À cet effet, les autorités estiment que les deux pays doivent nécessairement relancer le groupe d'impulsion économique GIE mis en place en 2015 et qui réunit les patronats du Sénégal et du Maroc. L'économie sénégalaise n'est pas suffisamment fournie pour exporter davantage vers le Maroc, avec seulement peut-être quelques produits alimentaires qui représentent seulement 15%. Mais au contraire, le Maroc qui a une économie beaucoup plus équilibrée et qui a à plus de 80% d'exportation vers notre pays, avec des produits divers. Le Maroc est certainement dans cette relation le pays qui va gagner le plus au niveau non seulement du Sénégal, mais au niveau de toute la sous-région de la CEDEAO. En outre, d'importantes opportunités d'exportation existent dans le domaine des services en général et dans celui des technologies de l'information et de la communication, en particulier selon les économistes. Ainsi, le Sénégal et le Maroc devraient également miser sur le numérique en vue de fluidifier leurs échanges commerciaux. On en vient à présent à l'inauguration à Montpellier, en France, de la Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité. C'était fin septembre. Cette structure a pour ambition de soutenir les projets susceptibles d'encourager le développement du continent. Awa Sagna, la présidente de cette Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité, est notre invitée. Bonjour. Bonjour Zara, merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors la Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité, a été inaugurée il y a quelques jours. C'était le 30 septembre à Montpellier. Quelles sont précisément les missions de cette structure et en quoi elle se distingue finalement de la Maison
de l'Afrique qui, elle, est à Paris depuis les années 70. Oui, bien sûr. Donc, la Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité, a été fondée en janvier 2022, suite au sommet Afrique-France, où nous avons été mobilisés pour soutenir les artistes avec Montpellier Métropole. Donc, notre ambition, c'est que nous souhaitions une continuité et donc aider au développement économique, culturel, mais aussi humanitaire, des actions qui se déroulent entre Montpellier et l'Afrique. Nous nous différencions par le simple fait que nous sommes une association, loi 1901, contrairement à l'association Maison de l'Afrique que préside M. Youssouf Kamara, que je salue, que j'ai eu au téléphone, qui lui est une entreprise et qui travaille essentiellement avec l'ensemble des CCI sur le volet économique. Nous travaillons donc, nous, sur le volet culturel, économique et humanitaire, pour l'essentiel, vraiment l'ADN de la Maison d'Afrique, berceau de l'humanité. Il y a donc quand même un lien entre les deux structures. C'est pourquoi je souhaite que nous collaborions, en tout cas pour le développement économique de notre continent. C'est très important. Et d'ailleurs, je l'invite à Bercy, à l'Arena, où je serai intervenante aux côtés de BPI France, pour justement expliquer comment est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut contribuer au développement économique de son continent, mais aussi mondial. Alors, la Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité, ce complément est très important. Berceau de l'humanité, on sait que c'est une expression surtout utilisée en paléontologie humaine. Ce rappel des origines de l'humanité était important. C'est essentiel. Je me rattache souvent à une philosophie d'Afrique du Sud qui signifie Ubuntu. Nous ne sommes rien sans les autres. On sait très bien qu'en Afrique, c'est quelque chose qui est dans notre ADN et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de le rappeler. Vraiment, il faut que nous continuions de travailler ensemble, de pousser les portes. Plus nous travaillerons de façon serrée, en rang serré, uni, plus nous pourrons faire rayonner le continent. Avec tous les talents que nous avons vraiment les possibilités de faire rayonner les talents émergents africains. Alors, faire rayonner les talents du continent, comment votre structure entend justement se positionner dans les relations nord-sud? Quelles orientations vous entendez finalement donner à l'heure où une grande partie de la jeunesse africaine, notamment celle issue de la diaspora, plaide pour un rapport d'égal à égal? Alors justement, ça c'est très important. C'est pourquoi j'ai invité tout récemment Madame Nouza Sahel, consul du Maroc, à rejoindre notre structure, à qui j'ai proposé de devenir présidente d'honneur de notre association pour nous aider justement sur le volet diplomatique, car je trouve que nos dirigeants doivent avoir plus de courage pour mobiliser notre jeunesse, les soutenir et faire en sorte aussi que nos élites, au-delà d'aller dans les grandes écoles en Europe et dans l'Occident, de venir également revenir sur le continent pour apporter leur pierre à l'édifice et contribuer au développement économique et culturel de l'Afrique dans toute sa globalité et dans toute sa splendeur. Alors, Awa Sagna, à côté de vos fonctions de présidente de la Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité, vous êtes aussi la fondatrice d'une start-up appelée Peul Fulani. On a vu là quelques images depuis le début de cette interview. Vous êtes lauréate d'ailleurs du label Pass Africa de BPI France. Votre marque est axée sur le vêtement. Tout à fait. Voilà, c'est le vêtement essentiellement que vous souhaitez éco-responsable. Alors, oui. Justement, comment, quelle place a l'Afrique dans cette ambition? Alors, elle est au cœur puisque Peul Fulani est un hommage direct à Katusha Nyan, à notre regretté Katusha Nyan, qui m'a vraiment poussé dans l'univers de la haute couture, qui inspire clairement la marque Peul Fulani, mais c'est aussi un hommage à toutes les femmes il faut savoir, ce sont les premières chefs d'entreprise du continent, et c'est une marque qui se veut inclusive, mais également écologique, puisque nous créons notre textile et tous les maillots de bain à partir de bouteilles de plastique, mais avec l'inspiration africaine, les tatouages Peul notamment, qui est l'inspiration principale que nous retrouvons sur le textile, qui est sublimé grâce aux imprimantes numériques. Merci beaucoup Awa Sagna, merci d'avoir répondu à nos questions. Pour votre invitation. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes la présidente de la Maison de l'Afrique, berceau de l'humanité, également donc la fondatrice de la start-up Peul Fulani. Merci Zara. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.